et bienvenue dans le cadre de l'émission Le Journal à la Une, une émission que vous avez l'habitude de suivre sur Digital Media News. L'objectif de l'émission, vous le savez, c'est plus le divertissement, l'actualité, la culture. Souvent, nous avons l'habitude de mettre en scène et en lumière des personnalités, des célébrités, et nous parlons un peu d'actualité avec la culture en face. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune, un leader que vous aurez l'habitude de découvrir peut-être dans nos prochains numéros, mais aujourd'hui, c'est un honneur de les recevoir. Vous aurez le temps de les découvrir, mais avant que nous puissions arriver à ces niveaux-là, nous avons l'habitude dans cette émission, bien entendu, de vous donner certaines actualités qui sont à la une en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette information. Appel continental de Samuel Mbemba pour l'Est de la République démocratique du Congo au Forum africain sur la justice transitionnelle à Kinshasa du 30 au 2 octobre 2025. Le ministre des Droits humains a qualifié la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo de génocide en cours, appelant à une mobilisation africaine pour sauver les populations civiles. Et en second lieu, la situation sécuritaire est préoccupante dans l'Est, à Loubert aussi de Butembo. Les habitants rapportent un renforcement des groupes armés sous fond de tensions croissantes autour de la condamnation des Kabila. Par ailleurs, la MONUSCO a dénoncé la persistance des massacres et mis en garde contre des nettoyages ethniques potentiels dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Bref, c'est le peu d'actualité que nous avons réservé pour nous aujourd'hui. Et pour entrer dans les vifs de notre émission d'aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons l'honneur de recevoir un jeune leader que vous allez découvrir avec nous. Et notre sujet du jour portera sur les leaders d'aujourd'hui. L'objectif de ce sujet, c'est qu'ensemble avec notre invité, nous allons explorer les expériences, les défis et les réussites des leaders dans différents domaines de la vie socio-professionnelle. Et comme je vous le disais tantôt, nous allons commencer par accueillir notre invité. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours d'abord professionnel? Je m'appelle Emmanuel Baraka. Je suis le coordinateur de Constant Development Africa, qui est une ASBL du droit congolais, qui est beaucoup plus dans l'éducation. Mon parcours, j'ai commencé à travailler dans le monde humanitaire vers 2010, quand j'ai rencontré pour la première fois les programmes de cette organisation. C'était en 2010, je venais à peine de finir l'université. Le programme, c'est Africa Youth Leadership Forum, ou Forum des jeunes leaders en Afrique. Et je suis allé en Ouganda pour faire des formations en leadership, en communication, et puis en entrepreneuriat aussi, en non-violence active. Et puis par la suite, je suis revenu, j'ai commencé à travailler avec une organisation qu'on appelle CIOTA. Et après CIOTA, j'ai travaillé aussi avec une organisation qu'on appelle Congo Leadership Initiative, toujours dans le cadre de formation de la jeunesse. Et par la suite, j'ai continué à travailler avec Constant Development Africa. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir leader dans votre domaine? C'est un appel, c'est aussi une mission. L'appel parce que dans le monde actuel, on voit des défis partout. Et la tendance, c'est que la jeunesse puisse se dire il n'y a pas quoi espérer et peut-être quitter le pays. Mais s'il faut toujours quitter le pays pour aller se réfugier ailleurs, à un certain moment, il y a ces
besoin, cette nécessité, et se demander si nous, Congolais, on ne peut pas développer chez nous, qui va développer chez nous? Alors, on sent cet appel à faire quelque chose, à faire une différence. Mais on sait également cet appel comme une mission, où on s'est dit, peut-être j'ai été créé Congolais pour faire la différence, pour développer mon pays, pour aider ma communauté. Voilà. Et si on revenait un peu en arrière, pouvez-vous nous parler en profondeur des actions que Cornerstone Développement a déjà menées, notamment dans la communauté, surtout ici chez nous au Nord Kivu et principalement dans la ville de Goma, parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont visibles dans cette contrée, notamment avec la persistance de l'insécurité, la jeunesse qui est délaissée. Bref, pouvez-vous entrer en profondeur et nous donner les actions majeures que vous avez déjà menées et quels sont ces impacts? Alors, comme je l'ai dit, Cornerstone, c'est d'abord le leadership, mais nous disons c'est le leadership selon le modèle de Jésus, parce qu'on s'est dit parmi les défis majeurs, disons, si je peux dire, les problèmes que Cornerstone essaie d'apporter sa contribution pour la solution, nous avons deux problèmes majeurs, la division d'une part, et de l'autre part, nous avons aussi la corruption. La division sur les plans tribal, les plans religieux, sous toutes ses formes. Et la corruption, en fait, comme un manque d'intégrité, la corruption avec l'argent, la corruption avec le pouvoir et j'en passe. Alors, Cornerstone, dans sa façon d'apporter la solution à ces problèmes, a créé différents programmes. Et le premier programme que nous appelons Cornerstone Leadership Academy, qui est comme notre niveau 1 du leadership, c'est un programme qui offre des bourses d'études à la jeunesse congolaise. Et nous avons commencé ce programme depuis 2019. En 2019, on prenait des jeunes Congolais pour aller étudier dans nos académies en Ouganda. Alors, par la suite, on a amené cette académie ici, en RDC. Donc, nous avons cette académie qui offre entre 30 et 40 bourses chaque année. Et actuellement, il y a aux environs de 67 Congolais qui ont déjà bénéficié de ces bourses. Et nous sommes seulement à la 3e année. Donc, avec la 3e promotion, nous aurons 107 Congolais boursiers de Cornerstone Leadership Academy. Alors, après Cornerstone Leadership Academy, nous avons le 2e niveau, Cornerstone Stage 2, que nous appelons aussi COSA, Cornerstone Old Student Association, ou Association des anciens étudiants de Cornerstone. Alors, à ce niveau-là, nous accompagnons les étudiants dans leurs universités. On continue à les former, on continue à les connecter et on continue également à les soutenir pour leurs besoins universitaires. Et après le 2e niveau, nous avons le 3e niveau. Et dans le 3e niveau, nous avons un programme d'encadrement des couples. Parce qu'on s'est dit, quand quelqu'un a fini l'université, probablement a trouvé du travail, il doit se marier, mais pour continuer à rester leader et à garder la flamme du leadership, on a besoin d'une formation continuelle. Et cette formation continuelle, c'est ça la raison de l'avoir même pour les couples. Et ça, nous appelons ça Cornerstone Couple Fellowship. Et à part les Cornerstone Couple Fellowship, on sait que la jeunesse, des fois, quand on finit l'université, on ne connaît pas grand-chose, même si on a la formation académique, mais on n'a pas d'expérience professionnelle, on n'a pas de connexion. Alors, on a créé un programme de réseautage qu'on appelle Friday Fellowship,
où les jeunes qui sont encore à l'université, ceux qui ont fini, ceux qui travaillent, viennent ici chaque vendredi où on partage, mais ça devient aussi une opportunité de réseautage. Et à part ça, nous avons également un programme que nous appelons Cornerstone Shalom Sport Fellowship, qui est un programme de sport, mais pas seulement les sports pour le physique, les sports avec la méditation, le partage, et où les jeunes viennent pour bien sûr rester en forme, mais également pour garder leurs pensées positives. Tous nous savons ce que les sports peuvent faire. Alors, en dehors de tous ces programmes, nous avons ce que nous appelons outreach. Outreach, on peut dire, c'est comme des programmes para-académiques. Et le programme para-académique, c'est que nous nous disons, si notre programme est en train de créer de l'impact et une transformation, si on partage notre programme avec les autres écoles, avec les autres universités, ça peut créer plus d'impact. Et dans nos programmes Outreach, nous avons Cornerstone, nous avons HLD, High School Leadership Development, ce que nous appelons aussi en français Développement du leadership aux humanités. Nous avons également AYLF, Africa Youth Leadership Forum, ce que nous appellerons en français Forum des jeunes leaders en Afrique. Et avec HLD, on travaille actuellement avec 24 écoles secondaires et avec AYLF, on travaille avec 32 universités au niveau de la RDC. Alors, AYLF se trouve dans 9 villes. Nous l'avons à Bunia, nous l'avons à Beni, nous l'avons à Butembo, nous l'avons à Goma, nous l'avons à Bukavu, à Uvira, nous l'avons à Kalemi, nous l'avons à Lubumbashi et nous l'avons à Kinshasa. Et donc, pour nous, c'est une manière de rencontrer ces jeunes et de leur parler des valeurs en leadership en s'inspirant du modèle de Jésus. Et parmi ces valeurs, nous avons l'amour du prochain, nous avons l'amitié à long terme, nous avons l'intégrité et nous avons l'excellence. Bien sûr, il y a d'autres valeurs secondaires, par exemple la réconciliation, par exemple l'honnêteté, mais qui sont des valeurs liées à ces 4 valeurs que nous considérons comme des valeurs clés. Voilà. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre à mi-chemin, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Les Journaux à la Une. Et nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui M. Emmanuel Baraka, qui est coordonnateur des Cornerstone Développement. Ensemble, nous sommes en train de décortiquer les sujets, les leaderships d'aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif de la 3e partie de notre émission, nous allons parler des leaderships, des défis et réussites. Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré dans votre carrière, quand vous l'avez, et comment l'avez-vous surmonté, vous l'avez dit? Vous savez, le plus grand défi du leadership, parce que le leadership c'est beaucoup plus fondé sur la vision. Et vous devez communiquer votre vision. Il y a dans les 21 lois irréfutables du leadership, on dit il y a les buy-in. Quand vous amenez une vision, pour que les gens acceptent votre vision, il faut que les gens pensent que leur vision va s'accomplir dans votre vision. Vous devez avoir une vision plus grande que la vision des gens qui vont vous suivre. Parce qu'un leader, vous devez avoir des suiveurs. C'est pourquoi on dit si un leader n'a pas de suiveurs, il n'est pas leader. Mais pour que les gens acceptent de vous suivre, pour que les gens vous fassent confiance, il faut que ces gens acceptent que en vous aidant à accomplir votre vision, leur vision sera aussi accomplie. Et dans notre contexte, le plus grand défi, c'est cette conviction même. Arriver à convaincre les gens que ça c'est une bonne chose
que nous devons faire. Parce que les gens, ils sont habitués aux échecs, ils sont habitués à la malhonnêteté, et tout ce que vous amenez, quoique bonne ou mauvaise, les gens vont d'abord douter. Ils ont besoin que vous puissiez prouver que c'est ça la voie à suivre. Et comme je l'ai dit, la meilleure façon de vaincre ou de surpasser ces défis, c'est dans les actions, la consistance. Vous commencez petit et quand vous restez consistant dans ce que vous êtes en train de faire, les gens commencent à revenir à la raison et dire « Ah, peut-être c'est possible, on peut le croire ». Les gens, ils ont besoin beaucoup plus des actions et pas des paroles. Parce que au départ, quand vous venez, vous parlez, et les gens disent, on a déjà connu des gens qui parlent comme vous, des gens qui parlent bien comme vous, mais par la suite, c'était des escrocs. Et donc, ces gens de personnes qui ont été, comment dirais-je, qui ont été dupés, qui ont été maltraités ou qui ont été induits en erreur, ils n'ont pas besoin des paroles, ils ont besoin des actions. Et c'est comme ça que, à un certain moment, moi je me dis, pour certaines choses, on n'a pas besoin de beaucoup plus parler, on a besoin de beaucoup plus agir. Mais de l'autre côté, si la vision, elle est bonne, par exemple, pour moi, je considère que la vision de Cornerstone, comme c'est une vision centrée sur Jésus, donc c'est la vision de Jésus. À un certain moment, on a besoin de laisser Jésus lui-même faire sa campagne, au lieu de beaucoup plus faire la campagne de sa vision et de dire aux gens, voici les chemins à emprunter. Par exemple, comme je vous l'ai dit, le plus grand défi, c'est la division. Mais il y a des gens qui bénéficient de cette division. Il y a des gens qui profitent de cette division avec le principe diviser pour mieux régner. Et donc, quand vous amenez une philosophie qui va à l'encontre de la division, vous faites face à ces gens. Il y a des gens qui profitent du tribalisme. Il y a des gens qui profitent de la haine religieuse. Et donc, c'est un grand défi, mais pour y arriver, vous y allez petit à petit. Et vous rassurez que vous êtes consistant dans ce que vous faites. Pouvez-vous aussi nous parler d'une réussite notable que vous, particulièrement, vous avez obtenue et comment vous l'avez faite? Bon, je ne pense pas que je peux dire que j'ai déjà réussi. Non, c'est encore un long chemin. Mais je peux dire qu'il y a des objectifs qui ont déjà été atteints. Et le plus grand objectif qu'on a atteint, c'est de convaincre les investisseurs ou alors les donateurs d'avoir Cornerstone en RDC. Parce que je peux vous dire qu'ils ne sont pas nombreux qui veulent venir en RDC. Il y a plusieurs raisons. Hormis la situation sécuritaire qui est connue, la plus grande raison qui fait que les investisseurs ne veulent pas venir en RDC, c'est le système qui est beaucoup plus informel. Donc vous ne savez pas par exemple combien je vais payer en termes de taxes. Vous ne savez pas aussi combien je vais payer par exemple en termes de coûts de vie de l'entreprise, parce que tout est informel. Les prix sur le marché, c'est informel. Alors, donc, arriver à convaincre quelqu'un de venir investir en RDC, de venir agir en RDC, pour moi, c'est un grand pas. Et donc, mais je sais que je n'ai pas fait grand-chose pour que ça arrive, mais je sais être reconnaissant et glorifier le Seigneur qu'on ait réussi au moins à convaincre les gens à venir investir pour la jeunesse congolaise. Parlons un peu de leadership et de gestion d'équipe.
Comment définissez-vous le leadership et quelles sont les qualités essentielles pour un leader? Alors, les leadership, s'il faut voir les définitions des autres, la plupart des gens parlent de l'influence. Donc, mais pour moi, au-delà de l'influence, il y a une autre chose qui est très importante. La valeur, le principe. Il ne suffit pas d'influencer parce que si on se limite seulement à l'influence, il n'y a pas plus grand leader que les diables. Parce que les diables, c'est aussi influencer, c'est aussi convaincre. Mais influencer dans la bonne direction. Savoir amener les gens du ténèbre vers la lumière. Savoir amener les gens de la forêt vers une voie. Savoir amener les gens de la mort vers la vie. Ça signifie qu'il y a une dimension d'influencer, mais de la bonne manière. Alors, quelles sont les valeurs qu'un leader doit avoir? Pour moi, les valeurs se trouvent même dans le mot leadership. Parce que quand vous prenez leadership comme un cycle, vous allez voir, il y a L. Et les L, on peut dire, c'est le listening. Un leader doit être capable d'écouter, avoir une oreille attentive, être capable d'écouter les autres. Et comme nous le disons dans les 7 habitudes, être capable d'écouter avant de se faire écouter. Donc, l'écoute pour un leader, c'est la première qualité. Parce que la plupart des fois, les conflits que nous avons dans la société, c'est parce que les gens ne savent pas écouter les autres. Et la deuxième qualité qui est les I, on peut dire les leaders, disons les E, les leaders doivent être éduqués. Éduquer, c'est au-delà de l'instruction. On peut être instruit mais mal éduqué. Mais un leader, il doit être éduqué, ça veut dire qu'il doit incarner des valeurs sociales, des valeurs familiales, il doit être quelqu'un qui respecte les autres, il doit être quelqu'un qui incarne vraiment tous ces principes-là communautaires. Après les éduqués, nous avons les A, qu'on appelle en anglais accountable ou redevable. La redevabilité du leader, c'est le fait pour un leader de comprendre que je suis là pour ce peuple que je suis en train de servir. Et donc, un leader, il n'est pas là pour lui-même. Il ne doit pas s'enorgueillir. Parce que il est leader parce qu'il y a la communauté ou il y a l'équipe qu'il doit servir. Et en dehors des accountable, nous avons les D qu'on peut définir comme dédiés. Un leader doit se donner pour son équipe. Il doit être là pour son équipe ou pour les gens qu'il est en train de servir. Et puis nous avons l'autre E. Nous avons dit le premier E c'est éduquer. L'autre E c'est il doit être si nous pouvons dire ok, peut-être ça va revenir. Et puis nous avons les R, il doit être réaliste, parce que nous avons réaliste, mais nous avons aussi redevable, il doit être réaliste. Et puis nous avons aussi les S, il doit être serviable, il doit servir les autres. Et puis nous avons les H, où il doit être humble, parce que le leadership sans humilité, c'est la corruption du pouvoir. Il doit être humble, et les I, il doit être intègre, et les P, il doit avoir des principes.
Donc, un leader doit être intègre, doit avoir des principes, parce que si le leader n'a pas de principes, si le leader n'est pas intègre, si le leader n'est pas redevable, si le leader n'est pas dédié, dans ce cas, c'est le chaos. Voilà un peu comment je peux résumer les qualités d'un bon leader. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, donc il y a une longue liste sur les qualités des leaders. Voilà. Et comment gérez-vous les conflits et parfois les désaccords au sein de votre équipe? Alors, ce qu'il faut dire, il faut dire que les conflits et les désaccords dans une équipe sont très nécessaires. J'ai toujours dit, c'est comme des panneaux de signalisation sur une route. Ça vous permet de voir là où vous devez faire attention. Et la meilleure façon de gérer les conflits, parce que nous avons deux types de conflits aussi. Il y a des conflits qui sont positifs, ça signifie qu'il y a de l'organisation à évoluer, des désaccords qui vous permettent de prendre des dispositions, mais il y a des conflits qui sont nuisibles à l'évolution de l'équipe. Alors, ces conflits-là qui sont nuisibles, ce sont des conflits comme la jalousie, la haine, les tribalismes. Ça sont des conflits nuisibles. Et ça doit être une lutte de chaque jour. C'est comme si on était en train de s'arcler. On doit s'assurer que la mauvaise herbe est vraiment retirée du jardin. Mais les autres conflits qui sont positifs, ce sont des conflits qui sont liés à la croissance. Par exemple, moi je dois faire ça et l'autre doit faire ça. Nous avons seulement un véhicule, je donne un exemple. Moi je dois aller à Birere, l'autre doit aller à Ndosho, mais nous avons seulement un véhicule. Et d'un coup, ça devient difficile de décider qui doit partir avec le véhicule. En quelque sorte, ce genre de conflit, c'est un appel pour vous dire le travail a grandi, un seul véhicule ne nous suffit pas. Nous devons avoir plus de véhicules. Alors, il y a ces conflits que vous pouvez détecter et vous dire, ce conflit, c'est un conflit qui est lié à la croissance de l'organisation. Et d'autres conflits que vous pouvez vous dire, ces conflits sont des conflits liés aux intérêts personnels. Et que nous devons peut-être échanger avec la personne qui est l'épicentre de ce conflit et dire, écoutez, si tu veux marcher avec nous, voici nos principes, voici nos valeurs, et tu dois cadrer avec nos valeurs. Voilà un peu. Comment motivez-vous maintenant et inspirez-vous vos équipes? Alors, la motivation de l'équipe est basée sur plusieurs principes. Il y a par exemple les principes du bateau et de la carotte, qui est le principe le plus courant de la motivation. Ça signifie vous motivez les gens parce qu'ils craignent la punition. Ça, c'est les bateaux. Ou vous motivez les gens parce qu'ils attendent une compensation. Ça, c'est la carotte. Alors, mais au-delà de cette motivation, qui est beaucoup plus utilisée de manière simple, où on met des punitions, on met des récompenses. Si tu fais ça, voici la récompense. Si tu fais ça, on va te chasser. Moi, j'ai toujours cru que la meilleure façon de motiver les gens, c'est la vision, les buy-in. Parce que si les gens sont convaincus que c'est ça la direction à prendre, ce sera facile pour ces gens d'investir dans cette vision. Parce que si je me dis par exemple, moi je veux être médecin, c'est un exemple, et que quelqu'un vient avec une vision de créer un hôpital, facilement je vais soutenir la vision parce que je vais me dire si cet hôpital existe, je deviens médecin.
Changeons de chapitre pour parler vision et stratégie. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre organisation? Ok, alors la vision de cette organisation, c'est que nous aurons des jeunes qui ne vont pas travailler pour leurs intérêts seulement, mais qui vont travailler beaucoup plus pour l'intérêt de la communauté, sans idées divisionnistes. Ça signifie sans voir quelqu'un avec des stéréotypes. C'est dire que cette communauté, il se comporte de cette manière, cette religion, il se comporte de cette manière, mais plutôt avoir des jeunes qui vont aimer comme Christ, parce que nous disons, nous sommes en train de former des jeunes gens dont leur vie va refléter la vie de Jésus, leur manière de parler, leur manière de penser, leur manière d'agir, voir l'homme en intégralité, sans stéréotypes, et savoir servir avec amour, savoir servir les gens avec amour. Mais nous pensons que nous allons aussi avoir des patriotes, des gens qui aiment vraiment ces pays et qui sont prêts à investir pour le développement de ces pays, et pas des gens qui sont prêts à quitter les pays pour aller se développer ailleurs, en oubliant que Dieu les a créés dans ces pays pour une raison. Voilà un peu ce que moi je vois comme une vision, peut-être dans 10-20 ans, on ne sait jamais. Ouais. Comment élaborez-vous maintenant et mettez-vous en œuvre des stratégies pour atteindre vos objectifs? Comme je l'ai dit, la première stratégie, c'est cette formation, donner aux jeunes Congolais des opportunités. On a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître les choses. On a besoin d'avoir une personne qualifiée pour les opportunités à venir. Parce que ça fait honte, par exemple, quand dans un pays, si on a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose d'une très bonne manière, on doit recourir aux Ougandais, on doit recourir au Kenya, on doit recourir aux Rwandais, on doit recourir aux Tanzaniens parce qu'on ne peut pas en avoir ici chez nous. Nous avons l'expérience, nous sommes tous des Goma. Pour certaines choses, jusqu'à présent, on dépend de l'Ouganda. Mais vous pouvez voir, peut-être on peut dire dans tel domaine, mais jusqu'en agriculture, nous avons une terre très fertile, mais c'est honteux que la plupart des choses que nous consommons, ça nous vient de l'extérieur. Alors, on a besoin de former la jeunesse. On a besoin que cette jeunesse accède aux opportunités pour qu'elle soit en mesure de relever les défis, qu'elle soit en mesure, en quelque sorte, de se prendre en charge, comme nous avons l'habitude de le dire, d'avoir une vision pour la communauté et de développer cette vision. Il y a nécessité de la connaissance, mais il y a aussi la nécessité de la passion pour que le développement arrive. Alors, nous allons le faire avec cette partie de formation et d'accès aux bourses d'études, mais nous allons le faire également avec cette partie de réseautage. Parce que nous pensons qu'il y a plusieurs personnes en train de vouloir faire quelque chose de bien pour la RDC, mais de manière isolée. Et donc, nous devons travailler en synergie pour que nous puissions vraiment apporter un changement dans ces pays. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. Vous êtes en train de suivre l'émission Le Journal Alain, une émission de divertissement, d'actualité et culturelle, où nous avons l'objectif de mettre en scène et en lumière certaines personnalités, des célébrités. Nous parlons d'actualité, nous les divertissons aussi dans les cadres de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Emmanuel Baraka, qui est le coordonnateur de Cornerstone Développement. Nous allons vers la fin de cette émission.
Et comment mesurez-vous les succès de vos initiatives, M. Emmanuel Baraka? Vous savez, il y a l'impact qui n'est pas facile à mesurer, l'impact sur la transformation. Parce que la transformation, elle est continuelle. Mais tout ce que je peux dire, pour moi, ça me fait du bien de voir, par exemple, ces jeunes qui ne pouvaient pas accéder à une formation universitaire, maintenant qui peuvent accéder à cette formation universitaire. Nous avons des jeunes qui sont en formation en Ouganda, nous avons des jeunes qui sont en formation en Europe, nous avons un jeune qui est aux États-Unis, nous avons un jeune qui est en Afrique du Sud, nous avons des jeunes qui parlent très bien anglais, ce qui n'était pas le cas avant qu'ils n'arrivent dans notre académie, parce que notre académie c'est aussi en anglais. Nous avons des jeunes qui sont arrivés, qui ne savaient pas manier l'outil informatique, mais actuellement qui peuvent utiliser leurs ordinateurs sans souci. Nous avons des jeunes qui viennent de tous les coins, qui viennent de Bukavu, d'Uvira, de Beni, de Butembo, de Kisangani. Et puis, nous croyons que le fait pour ces jeunes de se rencontrer ici à Goma et de partager leurs expériences avec les autres, il y a une façon, ça a de l'impact et on ne peut pas tout mesurer en ce moment. Mais peut-être dans 10, 20, 30 ans, on va voir cet impact. Avant-hier, j'étais en train de voir les étudiants que nous avons envoyés à l'INPG et j'ai été content de voir que plus de 50% ont fait des distinctions. Et donc, je me dis, s'ils ont fait des distinctions, ça signifie que le programme a créé un but, un objectif en eux. Et c'est ça aussi l'impact. Mais les témoignages que nous avons des parents, que nous avons des amis, pour nous dire, ces jeunes qui passent par vos programmes, ils sont différents. C'est ce qui me fait beaucoup plus du bien. Mais peut-être dans 20, 30 ans, quand on les verra dans les entreprises, dans leurs familles, et qu'on verra que leurs familles sont différentes, peut-être là on va dire, nous avons vraiment eu de l'impact dans cette jeunesse. Parlons maintenant conseil et réflexion. Conseil et réflexion pour dire que nous sommes à un degré de niveau où nous allons nous adresser plus aux leaders, aux jeunes qui sont en train de vouloir aussi devenir demain des leaders. Et ma première question, M. Emmanuel Baraka, quel conseil donneriez-vous aux jeunes leaders qui débutent dans leur carrière? Tout d'abord, je veux dire, il n'y a pas de leader de demain. Il n'y a que des leaders. Et le leadership, nous ne devons pas seulement le concevoir sous l'aspect communautaire. Le leadership, c'est d'abord aussi sous l'aspect individuel. Le leadership individuel, c'est exactement l'incarnation de ces valeurs. Dans les 7 habitudes, les 3 premières habitudes qui sont la proactivité, qui sont commencées par la fin de tes pensées, qui sont mettez la priorité en priorité. Ce sont des valeurs qui nous amènent à l'indépendance personnelle. On a besoin de se développer. Et donc, si l'on rêve d'être leader communautaire ou être un leader pour les autres, on doit commencer par rêver être leader de soi-même, être à mesure. Et c'est d'ailleurs même ça la différence entre le leadership et la gouvernance. Parce que vous devenez d'abord leader pour vous-même, vous incarnez des valeurs, vous êtes transformé. C'est comme ça que vous pouvez rêver, transformer les autres. Parce que pour être en mesure de mener les aveugles, on doit être capable de voir.
Et donc, vous travaillez d'abord sur votre vision avant de dire aux gens, non, là où vous êtes, c'est pas bon. Voici le chemin. Pour amener les gens dans une voie, pour les guider sur un chemin, il faut connaître ces chemins. Parce que si vous ne connaissez pas ces chemins, vous allez vous perdre. Et quand vous allez vous perdre, vous ne saurez pas que vous êtes perdu. Et donc, le premier conseil que je peux dire à la jeunesse, c'est se découvrir d'abord. Chacun doit faire son cheval de bataille à la découverte de soi. Qui suis-je? Où suis-je? Que dois-je faire? Pourquoi Dieu m'a placé sur cette terre? Pourquoi Dieu m'a créé Congolais? Pourquoi Dieu m'a créé homme? Pourquoi Dieu a voulu que je sois créé à Goma, au Nord Kivu? Parce que Dieu pouvait te créer en Afrique du Sud. Et le deuxième conseil, c'est créer une discipline. Il n'y a pas de leader sans discipline. Vous vous êtes créé des valeurs, mais pour maintenir ces valeurs, il vous faut une discipline. Vous devez être en mesure de garder ces valeurs, de sauvegarder ces valeurs. Parce que vous ne saurez pas convaincre les autres si vous-même, vous ne reflétez pas réellement ce que vous êtes. Et c'est comme ça qu'en RDC, par exemple, nous voyons des gens créer des institutions de lutte contre la corruption, mais dans ces mêmes institutions de lutte contre la corruption, il y a la corruption. Ça signifie qu'il faut une discipline. Je lutte contre la corruption, je crée une discipline pour maintenir cette valeur de lutte contre la corruption. Comme ça, je peux facilement convaincre les autres que la corruption, ce n'est pas une bonne chose à faire. Aussi longtemps qu'on est en train de se battre contre la corruption au niveau personnel, même si on crée des institutions, on va toujours revenir à la case de départ. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences et comment les avez-vous appris? Dans mes expériences, j'ai appris que le leadership, c'est un voyage et c'est un long voyage. Peut-être on n'y arrive jamais. On doit y travailler chaque jour. C'est comme la transformation en fait. On doit y travailler chaque jour. Et le plus on y travaille, le plus les autres pensent qu'on y est arrivé. Et donc, il ne faut jamais s'enorgueillir, il faut être humble et il faut chaque jour se donner un objectif de devenir plus mieux qu'hier. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez être le plus important aujourd'hui? Le plus important, c'est d'avoir aussi un modèle. Et le meilleur modèle qui soit, c'est Jésus. Comprendre que nous sommes des esprits en train de faire une expérience humaine sur cette terre. Avant que nous soyons, nous sommes, et après que nous soyons, nous serons. Et donc, si réellement nous sommes des esprits en train de faire une expérience humaine, nous avons besoin d'une connexion spirituelle. Nous avons besoin de quelqu'un de plus grand que nous pouvons considérer comme modèle, que nous pouvons considérer comme référence. Et cette personne, c'est Jésus. Il est difficile que nous puissions prétendre être de bons leaders si nous ne pouvons pas avoir une expérience spirituelle qui est profonde. Et moi, je peux dire à tous les leaders de s'inspirer de la vie de Jésus. Des fois, ce n'est pas s'inspirer de la vie de Jésus comme Seigneur et Sauveur seulement, mais beaucoup plus s'inspirer de la vie de Jésus comme une personne qui a influencé le monde. Vous voyez, nous sommes en 2020 et nous sommes encore en train de parler de ce Jésus-là. Vous voyez, c'est la personne qui a réussi à impacter tous les âges, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations et même toutes les religions, parce qu'on ne parle pas de Jésus chez les chrétiens seulement,
on parle de Jésus chez les musulmans, on parle de Jésus chez les bouddhistes, on parle de Jésus même chez les païens. Et donc, si vraiment on veut être leader, on doit s'inspirer de cette personne qui a réussi à inspirer toutes les générations. Voilà. Comme je le disais tantôt, fidèles téléspectateurs, le journal Alain, c'est aussi l'actualité. Et je vais vous donner la dernière partie de notre actualité du jour, finances publiques, remboursement de la dette sur le premier semestre 2025. L'État congolais a remboursé 123 millions de dollars de la dette publique en capital, soit un peu plus que les prévisions de l'édit budgétaire. Et en dernier lieu, nous parlons de l'environnement et développement. Le ministre de l'Environnement a réaffirmé son engagement à finaliser la politique nationale forestière. Aussi, un élément du groupe armé Red de Tabara, allié à FCM 23, a été capturé à Ouvira, à Sud Kivu. Nous poursuivons avec notre émission, M. Emmanuel Baraka, un mot pour les jeunes de Goma qui aujourd'hui, nous sommes en train de l'observer, beaucoup plus se lancent dans l'entrepreneuriat et nous sommes en train de voir quand même de l'impact. Un mot pour tous ces jeunes en tant que quelqu'un qui encadre les jeunes en leadership. L'entrepreneuriat et le leadership sont liés. Parce qu'un leader pauvre, ce n'est pas un leader. Les leaders doivent avoir aussi des capacités de mobilisation des ressources. Et parmi les ressources, nous avons les ressources financières. Et donc, bon, bien sûr, les ressources humaines sont toujours au sommet. Et au-delà des ressources matérielles, nous avons l'information, nous avons le temps. Et donc, la jeunesse du Nord Kivu, et particulièrement celle de Goma, c'est vraiment une jeunesse résiliente. Parce que quand on voyage en RDC et qu'on voit ce qui se passe à Goma et qu'on voit l'implication de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, ça encourage. On ne voit pas de pleurnichards, on voit des personnes qui prennent en main leurs responsabilités pour faire la différence, pour avoir une valeur ajoutée. Et tout ce que je peux dire, c'est d'encourager cette jeunesse. Vaut mieux échouer après avoir essayé que d'échouer d'essayer. Et pour moi, je crois que c'est une chance d'avoir une jeunesse en train de toujours faire quelque chose, en train de toujours rêver, sans abandonner, sans se décourager, sans perdre espoir. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons vous laisser M. Emmanuel Baraka pour conclure notre émission avec des questions. Vous allez regarder cette caméra. Qu'est-ce que vous espérez laisser comme héritage en tant que leader? Ce que je voudrais laisser comme héritage dans ce monde, c'est vraiment l'amour. L'amour et l'amitié. Je voudrais que l'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a aimé les gens sans tenir compte de la différence. Quelqu'un qui a chéri la diversité. Parce que je trouve que Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, il nous a créés différents et il avait raison. Parce que nous pouvons imaginer si tous on avait la même couleur, la même taille, la même langue, la confusion qu'il y aurait dans ce monde. Et donc je voudrais que l'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a chéri la différence, comme quelqu'un qui a aimé les gens, comme quelqu'un qui a servi les gens sans tenir compte de la différence. Et qu'est-ce que vous attendez de l'avenir de votre organisation? L'avenir de notre organisation, je la laisse entre les mains de Dieu. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est par
ces moments d'enthousiasme que nous venons de chuter et d'arriver à la fin de cette émission. C'était encore un plaisir pour nous de recevoir M. Emmanuel Baraka, qui est le coordonnateur de Cornerstone Développement. Nous espérons que ça ne sera pas notre dernier numéro avec lui, parce que nous allons continuer ensemble, nous allons continuer à les visiter pour que les jeunes puissent encore apprendre davantage au travers le monde. Donc nous vous fixons pour les prochains numéros et pour un prochain rendez-vous. Je vous ai présenté cette émission. Je m'appelle Erita Alimassi, Journal Alain. Vous aurez l'habitude de nous suivre sur YouTube au travers Digital Media News, mais également dans toutes les plateformes de téléchargement numérique. Au revoir et à bientôt.